Lorsqu'on a suivi, moi quand j'ai suivi Anatole Koliné-Makosso, plusieurs fois, il est revenu sur ce qu'il appelait lui la perception. C'est-à-dire, Anatole Koliné-Makosso est en train d'expliquer aux Congolais, c'est un problème de perception. Les choses sont bien faites, le bilan il est positif, mais vous ne voyez pas cela, c'est-à-dire c'est juste un problème de perception, votre manière de voir les choses. Sinon, tout va bien. Alors, deux choses dans ce que vous dites. Colline Makosso, il est dans le déni permanent de quelque chose, c'est-à-dire de la réalité. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, comme Denis Sassou Nguesso. Le déni, c'est un problème qui a à voir avec des lâches. Parce que quelqu'un de courageux, il fait face au problème, il affronte le problème. Celui qui est dans le déni, c'est un peu celui qui joue à l'autruche qui met sa tête dans le sable pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. En fait, c'est pour ne pas assumer la charge. Parce que si Colline Makosso dit le Congo est un pays pauvre, le Congo est en difficulté et donc je vais travailler pour sortir le Congo de sa situation, ça suppose qu'il accepte de faire face aux difficultés. Mais quelles difficultés? Les réalités économiques. Donc, il va mettre fin à la corruption. Mais ça, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le déni. Donc, est-ce que ce n'est pas lui qui a un problème, évidemment, de cette perception, comme il a dit? C'est-à-dire Mais bien qu'il sûr. voit les choses différemment, c'est-à-dire lui, en fait, il est particulier parce qu'il voit les choses autrement. Et pour ceux qui voudront, évidemment, vérifier les livres dont je venais de citer tout à l'heure, vous avez donc Le Génocide, c'est écrit par Anatole Koliné-Makosso, Génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion. Donc, ce qui s'est passé dans le pool, c'est de l'émotion. Les gens agissent ou parlent, incriminent, voilà, Denis Sassou Nguesso, ce sont là des émotions, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves, donc voilà. C'était juste cette petite précision. Et donc, je posais la question de savoir si ce n'est pas Anatole Koliné-Makosso qui a un problème finalement, comme il le dit, de perception, là où tous les Congolais constatent que rien ne va, et d'ailleurs lui-même il a eu à le déclarer, plus rien ne va au Congo, au Brazzaville. Il a parlé de ce que le Congo n'avait plus de ressources financières pour garantir les services sociaux de base, l'électricité, l'eau, les voiries. On voit bien ce qui se passe au Congo. C'est lui qui le déclarait. Son ministre des Finances, on a rappelé tout à l'heure, qui dit que payer les salaires, c'est un casse-tête. Hein. Garantir l'avenir de nos enfants, c'est un casse-tête. Lui vient dire que tout va bien. Est-ce que ce n'est pas lui qui a un problème? Assumer nos obligations internationales, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Est-ce que ce C'est n'est pas Yoka, le lui, ministre Yoka, Anatole, dit oui. qui a un problème en fait? Mais je vous ai dit que le déni est une pathologie psychique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sans cesse dans le déni, oui, c'est une forme de maladie mentale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues, cliniciens et surtout les psychiatres. Oui, mais Pour son... moi je voulais un peu m'intéresser à ce que vous venez de rappeler là, les femmes qui meurent en couche. Je crois que la question a même été posée peut-être autrement sur la gratuité des césariennes, parce que la plupart des femmes qui C'est meurent, pour qui ça que décèdent, l'OMS a demandé que certains actes médicaux liés aux femmes qui vont mettre au monde, que ces actes soient rendus gratuits parce que la grossesse est un phénomène physiologique, biologique, naturel. Une femme tombe enceinte, un homme enceinte une femme, alors que pour que cette femme ne meure pas, il faut des actes médicaux. Et moi, je me souviens que la césarienne, l'accouchement, même la prise en charge de la santé de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, je crois, qui était à la charge de l'État. L'OMS demandant à ce que pour l'État puisse mettre, on passe de 12 à 14% du budget de l'État. Il faut savoir que le budget du ministère de la Santé, c'est 12% du budget national. Et moi, quand j'ai calculé à l'époque, on était autour de 270 milliards de francs CFA. Mais où va cet argent? où va cet argent? Je vous posais cette question simplement parce que en fait, la césarienne avait été déclarée gratuite au Congo. Mais depuis qu'on a déclaré, évidemment, la césarienne gratuite, c'est là où les choses se sont compliquées. Elle coûte beaucoup plus cher qu'avant et beaucoup de femmes succombent à cause de cela, parce que lorsque vous arrivez dans ces hôpitaux, et ça, moi j'ai mené des enquêtes là-dessus, j'ai même fait des reportages pendant que j'étais encore au Congo,
à Pointe-Noire, où on constatait que finalement, quand les femmes arrivaient, même quand elles allaient mettre au monde par voie normale, les, les appellent les sages femmes, il faut peut-être trouver une autre appellation, certaines femmes, hein, certaines sages femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? En fait, elles obligeaient ces femmes à accoucher par césarienne parce que cela leur rapportait beaucoup d'argent, et vous devez payer cash à l'instant. Si vous n'avez pas l'argent, on vous abandonne. Et beaucoup de femmes succombent comme ça. La révolte que vous venez de voir là, de la jeunesse marocaine, c'était la quatrième ou la cinquième femme, en tout cas pas plus de 6 ou 7, pas plus de 6 ou 7, des femmes enceintes sont arrivées dans les hôpitaux marocains, elles ont accouché, elles sont mortes. À la quatrième ou entre la quatrième et la septième, la révolte de la Gen Z. Chez nous, des milliers de femmes meurent chaque année au Congo. Pourquoi les Congolais ne se révoltent pas? Mesdames, Messieurs, bonjour, joyeux Noël 2025 et merci de suivre R7. Anatole Collinet-Makosso a présenté le livre bilan du quinquennat 2021-2026 de Denis Sassou Nguesso. Est-ce en tant que porte-parole de Denis Sassou Nguesso ou en tant que Premier ministre? En tout cas, je ne saurais vous le dire. Mais un livre bilan attribué à Denis Sassou Nguesso qui a curieusement préfacé son propre livre, ce qui pourrait être perçu comme une forme d'autosatisfaction. Donc, juge et parti. Pourquoi donc s'étonner que ce bilan semble positif pour Anatole Collinet-Makosso? Mais qu'en pensent les observateurs? C'est ainsi que je reçois sur ce plateau Didier Mouni-Volo pour en discuter. Bonjour Didier Mouni-Volo. Bonjour, Monsieur Christian Perrin, et merci pour cette invitation. Merci, je vous en prie, et joyeux Noël, hein, puisque c'est déjà la fête. Oui, joyeux Noël à vous-même, mais aussi à tous les téléspectateurs de R7, tous les Congolais, partout dans le monde où ils nous suivent, malgré les circonstances. En tout cas, nous leur souhaitons un joyeux Noël et que le Christ rédempteur, le Christ sauveur puisse renaître dans leur cœur. Merci Didier Mouni-Volo, spécialiste des relations internationales, porte-parole du Congrès pour la Renaissance du Congo, CRC. Vous avez suivi Anatole Collinet-Makosso dans son exercice de communication presque unilatéral, présentant le livre bilan. Et non, le bilan, cette nuance est importante. Cependant, certains éléments d'appréciation ont été évoqués concernant divers secteurs de la vie du pays, notamment les volets économiques, social, sécurité, santé. Bref, ce sont là les aspects sur lesquels nous allons nous pencher aujourd'hui. Anatole Collinet-Makosso a affirmé que le bilan de Denis Sassou Nguesso est globalement positif. De grandes réformes économiques ont été entreprises. Je voudrais rappeler ici quelques éléments factuels, des faits vérifiables pour comprendre si ce qu'a affirmé Anatole Collinet-Makosso est juste concernant bien sûr le bilan de Denis Sassou Nguesso. Vous le savez comme moi. Le Congo est pris dans un cycle infernal de surendettement chronique depuis le retour de Denis Sassou Nguesso au pouvoir par la force. Le Congo-Brazzaville a engrangé plus de 133 000 milliards, je dis bien et je répète, plus de 133 000 milliards de francs CFA grâce uniquement à son pétrole, de quoi faire du Congo un petit Qatar. Malheureusement, plus de 122 000 milliards de francs CFA ont été dilapidés entre 2020 et 2021 selon Alphonse Maboussou, consultant en expertise pétrolière et minière. La dette du Congo, actuellement, bien sûr, frôle les 99% du PIB. Le budget qui oscille autour de 4 000 milliards dans les années 2014 a baissé autour de 2 500 milliards. Payer les salaires est devenu un véritable défi. Financer l'avenir de nos enfants, les enfants congolais, est un casse-tête, disait le ministre des Finances Christian Yoka.
des grèves à répétition dans presque tous les secteurs de la fonction publique. Feuilleton de grève en République du Congo, des administrations para-étatiques de plus en plus paralysées. Après l'université Marien-Ngouabi, les mairies du Congo prennent le relais. Ici à la morgue municipale, ce 11 décembre, aucun service n'est fonctionnel. Les parents sont dans les mois. Déjà payé, les parents étaient ici, ils ont parlé avec les parents, ils ont dit qu'on peut enterrer aujourd'hui. Mais on a fait tout, on a préparé, on a mis les chapelles, tous les gros baffles, on a tout mis. Mais arrivé sur notre Dieu que le corps ne peut pas sortir. On a dépensé beaucoup d'argent là-bas, c'est pas eux qui vont nous rembourser l'argent là. L'État essaie d'y remédier vite à cette situation parce que ça pénalise beaucoup de Congolais, beaucoup de familles endeuillées. S'il faut reporter encore l'enterrement, c'est de l'argent qu'il faut dépenser encore. Les agents des mairies de Mosendio, Kaï, Dolizy, Ouesso, Pointe-Noire et Brazzaville traînent de nombreux mois impayés. Chaque mairie a son package de revendications allant entre 80, 60, 14 et 9 mois. L'agent municipal qui lâche le morceau préfère garder l'anonymat. Au niveau de la mairie de Brazzaville, nous avons déjà 14 mois impayés. Nous sommes en grève, nous réclamons nos salaires. Dolizy, ils ont près de 50 mois impayés. Moussendio, ne parlons plus. Près de 80 mois impayés. La mairie de Brazzaville devient de plus en plus l'ombre d'elle-même, s'indigne un agent qui s'interroge sur la direction que prennent les recettes municipales. Pendant que les agents sont invités à rester chez eux jusqu'à nouvel ordre, les syndicats attendent de pied ferme la relance des négociations avec le gouvernement. Des pensions des retraités qui accumulent déjà plus de 50 mois d'arriérés de pension impayés, des fonctionnaires qui sont à près de 100 mois d'arriérés de salaire impayés, donc 94 ou 97 mois d'arriérés de salaire. Pour Anatole Koliné-Makosso, le bilan est globalement positif. Les 12 batailles, c'est ainsi que vous avez appelé le programme d'action du gouvernement, qui n'était que la matérialisation du projet de société du président. On a dit, dans le projet de société du président, voici les grands défis. Nous les avons classés en 12 batailles. C'est le projet de société. Et le livre apporte les réponses à chacune des batailles. Une première bataille, c'était rétablir les équilibres macroéconomiques. Vrai ou faux, dans les fameuses 12 batailles. Et vous avez la réponse. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Parce que c'est le projet du président que nous avons présenté devant l'Assemblée conformément à la Constitution. Les journalistes ont trouvé un titre. Ils ont dit « ce sont les 12 batailles ». Il n'y a aucun problème. Merci beaucoup. Mais nous les avons exécutées et le président rend compte de la manière dont ces batailles ont été exécutées en lien avec son projet de société. Rétablir les équilibres macroéconomiques, vous l'avez. La première bataille, c'est la bataille de la santé, vous l'avez. L'intersyndicale regroupant la Fédération nationale des agents de santé et des affaires sociales a décidé au terme de son Assemblée nationale de déclencher un mouvement de grève dans toutes les structures sanitaires du pays à compter du 24 décembre. Nous vous informons de la reprise du mouvement de grève illimité avec service minimum sur toute l'étendue du territoire national à compter du mercredi 24 décembre 2025 à 7 heures. Jusqu'au paiement intégral des salaires en cours et de la signature d'un protocole d'accord tripartite entre le ministre de la Santé et de la Population, le ministre en charge des Finances et l'intersyndicale fédérale FENASAS, FESITRASAS, aux fins de l'appurement des arriérés. Cette grève est consécutive à leur doléance restée jusqu'ici lettre morte. Réunis en assemblée générale extraordinaire des sections syndicales des structures de santé de Brazzaville en date du 23 décembre 2025, constatant qu'aucune avancée significative n'a été proposée par le ministre de la Santé et de la Population, le mépris du gouvernement vis-à-vis des professionnels de santé. On rappelle, après la suspension de la grève observée le 15 décembre par l'intersyndicale fédérale et la Fédération syndicale des travailleurs de santé et des affaires sociales,
affilié à la Confédération syndicale des travailleurs du Congo et la Confédération syndicale congolaise, ces deux organisations syndicales ont résolu de renouer avec le mouvement de grève. La troisième bataille, puisque la deuxième, c'est rétablir les équilibres macroéconomiques, la troisième bataille, c'est la bataille de la diversification de l'économie, vous l'avez. Notre pays traverse réelle situation de crise. Payer des salaires tous les mois relève d'une véritable acrobatie. C'est un vrai casse-tête. Faire face à nos obligations internationales tous les mois, c'est un vrai casse-tête. Financer notre avenir, c'est un vrai casse-tête. J'insiste, notre avenir, l'avenir de nos enfants. La bataille sur l'éducation de la jeunesse, ainsi de suite, vous l'avez. Vous avez connaissance des problèmes auxquels est confrontée la communauté congolaise en Fédération de Russie, à savoir le renouvellement des passeports, le paiement de la bourse aux étudiants et en perspective l'acquisition des billets de rapatriement, ceci malgré la conjoncture économique difficile. Et il ne faut pas croire que les quelques difficultés que vous pouvez rencontrer, retard de la bourse, etc., elles ne sont pas propres aux étudiants. Elles ne sont pas propres aux étudiants. Parce que le pays connaît une conjoncture difficile. Nous allons surmonter, et cela je vous le promets, nous allons surmonter ces difficultés-là pour relancer notre pays sur le chemin de la croissance, sans aucun doute. Mais pendant cette période difficile, on se serre un peu la ceinture. C'est valable pour vous, comme pour les parents qui sont restés au pays. Et il y a des moments, le président, chaque fin de mois, il perd le sommeil pour voir comment rassembler quelques bouts, payer quelques salaires de fonction publique. Parfois, on paye à tour de rôle. Il y a un premier noyau, puis un deuxième, puis un troisième. Donc, quand vous aurez lu ce livre, vous vous ferez une idée de la manière dont le président, sur la méthode qu'il avait définie, a exécuté les engagements qu'il avait pris devant le peuple et de quelle manière le gouvernement tire avantage de cette matérialisation dans le respect des engagements qu'il avait formulés devant l'Assemblée. Suite à la non prise en compte de leurs revendications, le réseau national des enseignants communautaires lance à partir du 13 novembre une grève générale illimitée sur l'ensemble du territoire national. Les enseignants communautaires sont invités à observer cette décision issue de l'Assemblée générale de cette plateforme de défense des intérêts de ces éducateurs. Après analyse et échange d'idées concluant sur l'insatisfaction totale de toutes les réclamations contenues dans cet avis de grève et l'absence de résolution conséquente de la part du gouvernement de la République, l'Assemblée générale a décidé de déclarer la grève générale illimitée de tous les enseignants communautaires sur toute l'étendue du territoire national à compter de la date du 13 novembre 2025 à 7h, heure de Brazzaville. Lors de cette déclaration, le coordonnateur du réseau national des enseignants communautaires a épinglé les doléances auxquelles ils sont confrontés. Il s'agit de l'octroi d'un quota exercice 2026 de plus de 12 573 postes budgétaires au ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, dont 3 000 places aux communautaires avancés en âge pour procéder à une intégration massive de cette catégorie d'enseignants à la fonction publique. La signature d'un protocole d'accord entre le gouvernement et les comités de la société civile représentatifs des enseignants communautaires qui servira à la fois pour mieux contrôler, évaluer et encadrer l'intégration des enseignants communautaires au cours des années à venir. L'encadrement réglementaire des procédures de licenciement d'un enseignant communautaire. La paie des 8 mois de bourse impayés, notamment le premier trimestre de l'année scolaire 2024-2025, c'est-à-dire les mois d'octobre, novembre, décembre 2024 et les mois de juin, juillet, août, septembre et octobre 2025
dans le cadre d'une paix trimestrielle à compter du 18 novembre 2025. La prise en compte de la première prise de service après intégration de tout enseignant communautaire. Cette organisation syndicale des enseignants communautaires s'insurge contre la léthargie du gouvernement dans la résolution de leurs problèmes et l'invite à prendre urgemment en compte leurs réclamations, seule condition sine qua non pour la levée de cette grève. Pour Anatole Koliné-Makosso, le bilan est globalement positif. Les Congolais qui ont suivi Anatole Koliné-Makosso, d'aucuns pensent et se posent déjà la question de savoir si réellement Anatole Koliné-Makosso vit au Congo ou il vit sur la Lune. Ben, écoutez, je voudrais d'abord rendre hommage au peuple congolais, d'abord nos compatriotes qui se trouvent au Congo, mais aussi les Congolais partout dans le monde, parce que il faut vraiment aimer son pays. Il faut aimer le Congo-Brazzaville, il faut aimer son pays pour avoir la force et le courage de continuer à suivre les autorités congolaises lorsqu'elles parlent. Parce que, vous l'avez dit, à certains moments, on se demande, mais de quel Congo on parle ici? La République du Congo, avec comme capitale Brazzaville, et même pas la République démocratique du Congo, parce que le pays que décrit Anatole Koliné-Makosso, mais que le pays de temps en temps que décrit Sassou Nguesso, ou encore je suivais la dernière fois ce congrès local, le préparatif du congrès du PCT, Gilbert Ondongo, qui est pourtant enseignant des sciences économiques. Alors j'ai appris qu'il était enseignant-chercheur, je ne sais pas ce qu'il cherche, j'espère qu'il trouvera un jour, mais j'entends Gilbert Ondongo qui dit le bilan est positif, on est sur la voie du développement, et donc je me demande, mais est-ce qu'il y a un autre Congo dont on ignore l'existence qui serait dirigé par Denis Sassou Nguesso? Parce que si c'est le Congo dirigé par Denis Sassou Nguesso, faites le tour de toutes les villes et villages de la République du Congo et vous verrez, quand on parle du bilan positif, quand on parle des données qui sont favorables à ce bilan-là, moi j'aimerais bien qu'on me dise quoi exactement. Mais le Congo que nous connaissons, le Congo dans lequel vivent nos parents, vivent les populations congolaises, c'est une liste interminable de misère. Les tissus routiers de la ville de Pont-Noir laissent à désirer depuis plusieurs années. Dans le 3e arrondissement de Tchétché, où notre équipe de reportage a fait le constat, les avenues Mariam Gwabi, communément appelées Borbor, Indépendance, et celle qui traverse le quartier 7 de Dani, à proximité de l'hôpital de base Congo Malembe, la surface de la route présente un visage désagréable que les riverains ont décrié. Pointe-Noire, c'est la capitale économique, mais regarde l'état de la route. C'est pas normal, ça fait très mal. Et eux, ils ne voient pas ça vraiment. Imagine dans la ville, on a parlé à plusieurs reprises. L'état de la route, la ville est très sale, Pointe-Noire. C'est pas possible. Après Tchétché, notre équipe s'est déployée sur l'avenue Ernest Kombo en allant vers le quartier Mbota Carlos dans le 4e arrondissement Luandjili. Nid de poules par-ci, trous béants par-là, c'est le spectacle que vivent au quotidien les usagers de la route, rendant ainsi la circulation difficile. Les habitants de Carlos, pour sortir, pour aller au travail quand ça pleut, c'est impossible. Carlos, c'est un petit quartier qui ne demande pas beaucoup de choses. Mais on a besoin juste de la route. Comment voulez-vous, dans une ville économique comme Pointe-Noire, nous vivions dans un siècle là, tout est développé, mais on n'arrive pas à aller au boulot parce qu'on a une route qui est précaire. Avant, Pointe-Noire, c'était Pointe-Noire la Belle. Mais maintenant, c'est pas la Belle, c'est gaspillé. Un autre usager de la route abordé à ce sujet sur l'avenue Maluango et la route nationale proche du cimetière Monkamba, dans le 5e arrondissement Montpoukou, pense que les autorités devaient prendre leurs responsabilités afin de trouver des solutions durables à ces problèmes qui perdurent. Ce que nous pouvons dire aux autorités, c'est de travailler. Nous les avons choisis, ils sont là-bas, c'est pour travailler pour nous. Donc lorsque nous circulons dans des conditions pareilles, vraiment, on ne se sent pas chez nous, quoi. Nous les interpellons qu'ils puissent prendre cette situation à bras le corps. Parce qu'il y a des ceux qui payent des taxes de roulage, il y a des ceux qui payent des droits, donc nous avons besoin qu'ils puissent régler ce problème. Même à quelques encablés du rond-point Kassai en plein centre-ville dans le 1er arrondissement Lumumba, le constat reste amer. Cette dégradation évoquée tous les jours par les Ponténégrins
pointe du doigt les limites de la municipalité de Pont-Noir à répondre efficacement et favorablement aux attentes des populations qui continuent à vivre dans un environnement précaire. Une liste interminable de misère, est-ce qu'il parle là d'un Congo imaginaire? C'est la question que vous vous posez. Mais est-ce qu'on peut parler de déni total des réalités? Alors, le déni de réalité de ce gouvernement ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est ça le plus grave. Vous savez, les médecins ou les agents de santé peuvent mieux vous expliquer la question du déni. Si je suis malade et que je suis dans le déni face à ma maladie, je n'irai pas voir le médecin. Et si je vais voir le médecin et que le médecin me dit non, mais écoutez, messieurs, vous êtes plutôt bien portant, comment voulez-vous que le médecin me soigne? Ce qui est grave dans notre pays quand vous parlez de déni, monsieur le journaliste, mais ce n'est pas le déni qui vient du bas peuple, c'est le déni de la situation réelle du pays favorisé par ceux-là même qui dirigent le Congo. C'est-à-dire que ceux-là même qui vous promettent le développement vous disent que nous sommes déjà dans le développement. Mais comment voulez-vous qu'ils développent le Congo si eux-mêmes ils pensent qu'on y est déjà? C'est simple. Si quelqu'un veut vous aider alors que la personne se dit vous êtes déjà dans l'opulence, la personne ne vous aidera pas. Donc, il y a un vrai discours pathologique chez nos dirigeants, chez les dirigeants du Congo-Brazzaville, du fait que ces dirigeants-là promettent le développement aux Congolais tout en disant que le pays est déjà sur la voie du développement. Alors même que, quand on voit les indices, peu importe le tableau, vous avez cité l'économie, le social, la sécurité, la santé, la corruption, l'éducation, l'éducation, l'innovation, la liberté, les libertés individuelles et les libertés collectives. Quand on regarde tous les tableaux, plutôt mis en place par des institutions internationales neutres, eh bien, le Congo est toujours parmi les derniers, le Congo est toujours mal classé. Alors, ce développement-là, on se trouve à quel niveau? Déjà, il faut que Koliné Makosso, Denis Sassou Nguesso, tout le gouvernement nous explique c'est quoi le développement. Vous savez, le développement au Japon, ce n'est pas le développement en France. Le développement en France, ce n'est pas le développement en Italie. Ce n'est pas la même chose aux États-Unis ou au Canada. Lorsqu'on nous dit les pays développés, mais allez voir en France, allez voir en Italie, vous n'avez pas les mêmes réalités. Alors, qu'est-ce qu'un pays développé? Et lorsque Koliné Makosso, Gilbert Ondongo nous disent que nous sommes résolument sur la voie du développement, mais qu'est-ce que nous avons réglé comme antagonisme? Qu'est-ce que nous avons réglé comme pathologie pour être? Reprenons la santé, M. Perrin. Je suis malade, je suis hospitalisé. Et puis, le médecin me dit, M. Moueni, vous allez recouvrer votre santé. Donc, le médecin sait c'est quoi être en bonne santé. Et il sait à quel niveau je suis avec ma maladie et progressivement, avec les traitements qu'il me donne, les diagnostics qui sont bien faits, je vais résolument aller vers la bonne santé. Donc, je suis peut-être en convalescence. Je suis en rémission. Alors, Koliné Makosso, il faut qu'il vienne avec deux tableaux. Un tableau du modèle du développement qu'il souhaite atteindre et un tableau là où nous en sommes sur ce chemin de développement. Sinon, c'est de la littérature, c'est de... La rhétorique, comme qui dirait, parce que c'est la rhétorique, c'est confus, c'est touffu, c'est diffus. Dans ce gouvernement-là, ils amusent la galère. Mais ce n'est pas la première fois, pour terminer dans mes exemples. Lorsque vous avez Andeli, ministre des Finances, qui dit on s'est endetté de 1100 milliards auprès des Chinois pour construire les infrastructures de Brazzaville, et Koliné qui dit nous avons construit les infrastructures de Brazzaville sur fonds propres du ministère des Grands Travaux. En fait, c'est ça. Vous aurez à retenir une chose. La délégation générale aux Grands Travaux a réalisé toutes ces infrastructures sur fonds propres du Congo. Et dans la perspective des 20 prochaines années, nous voulons développer davantage le partenariat public-privé pour ne pas faire peser toutes ces charges d'investissement sur l'État, sur le peuple congolais, sur le budget. Tu mens, il ment. La dette du Congo
vis-à-vis de la Chine est de 1100 milliards, je dis bien 1100 milliards, en ce qui concerne la partie publique et bancaire, et 225 milliards en ce qui concerne la partie privée et commerciale. Donc au total, en gros, 1300 milliards de francs CFA que nous devons à notre partenaire et pays ami, la République populaire de Chine, pour l'ensemble des travaux que vous voyez dans tout Brazzaville. La corniche, les tours jumelles, la nationale 1, et j'en passe, le ministre Bouya, à ma gauche, est plus capable d'ailleurs, plus apte à vous faire citer l'ensemble de la contrepartie de cette dette. Vous me donnez l'occasion, vous me permettez de dire un dernier mot pour féliciter les cadres de la Direction générale aux travaux qui ont été à l'ouvrage depuis 2002, à commencer par celui qui est actuellement ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, des infrastructures et de l'entretien routier. Tais-toi. Ça suffit, hein. Ça va, ça suffit, là. Écoutez, visiblement cet homme est épuisé, il ne peut plus suivre un raisonnement logique, alors nous reprendrons cet interrogatoire demain matin. Alors messieurs, ramenez-le dans sa cellule. Ça, c'est symptomatique du déni de réalité du Congo. Mais attention, monsieur Perrin, le déni, c'est une pathologie psychique. Alors, si c'est une pathologie psychique, ça veut dire que Anatole Koliné-Makosso en souffrirait. Probablement. Je dis bien probablement. Mais tous souffrent de cette maladie psychique. Mais demandez aux psychologues, aux psychiatres, le déni. En médecine, une fois de plus, vous avez par exemple ces femmes qui font des dénis de grossesse. Et ces femmes qui font des dénis de grossesse, qui vont jusqu'à terme. Et moi, j'en ai vu, je ne suis pas médecin, mais dans mon travail, j'en ai vu des femmes. Elle a envie d'aller aux toilettes. Pour elle, c'est l'envie d'aller aux toilettes. Mais sauf que quand elle arrive, paf, c'est l'enfant qui tombe. Et au Congo-Brazzaville, on a eu des situations comme ça dans nos quartiers. Moi, j'en ai eu dans les quartiers. Des femmes qui pensaient aller juste aux toilettes et crient que l'enfant est tombé dans la fosse septique. Et quand les gens viennent, on dit, mais comment ça, tu étais enceinte? Oh, j'ignorais que j'étais enceinte. En fait, c'est ça, c'est le déni de grossesse. Et même le déni, en fait, je parlais de déni ici, dans le cas, bien sûr, d'Anatole Koliné-Makosso. Il n'est pas sa première expérience. Tout le monde sait les livres qu'il a écrits sur le génocide du Poul, où il niait carrément, il parlait d'un génocide imaginaire, alors que le 24 septembre dernier, on a entendu Denis Sassou Nguesso reconnaître, sinon avouer, ces crimes contre l'humanité dans le Poul. Le même Anatole Koliné-Makosso avait presque nié aussi les disparus du Beach, où il parlait des vrais faux disparus du Beach dans un livre. Alors, on semble comprendre que finalement, c'est sa nature. Après, il faut qu'on vienne nous démontrer le contraire. Mais lorsqu'on a suivi, moi quand j'ai suivi Anatole Koliné-Makosso, plusieurs fois, il est revenu sur ce qu'il appelait, lui, la perception. C'est-à-dire, Anatole Koliné-Makosso est en train d'expliquer aux Congolais, c'est un problème de perception. Les choses sont bien faites. Le bilan, il est positif, mais vous ne voyez pas cela. C'est-à-dire, c'est juste un problème de perception, votre manière de voir les choses. Sinon, tout va bien. Alors, deux choses dans ce que vous dites. Koliné-Makosso, il est dans le déni permanent de quelque chose, c'est-à-dire de la réalité. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas courageux, comme Denis Sassou Nguesso. Le déni, c'est un problème qui a à voir avec des lâches. Parce que quelqu'un de courageux, il fait face au problème, il affronte le problème. Celui qui est dans le déni, c'est un peu celui qui joue à l'autruche qui met sa tête dans le sable pour ne pas voir ce qui est en train de se passer. En fait, c'est pour ne pas assumer la charge. Parce que si Koliné-Makosso dit le Congo est un pays pauvre, le Congo est en difficulté et donc je vais travailler pour sortir le Congo de sa situation, ça suppose qu'il accepte de faire face aux difficultés. Mais quelles difficultés? Les réalités économiques. Donc, il va mettre fin à la corruption. Mais ça, il ne peut pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le déni. S'il reconnaît que dans le Poul, il y a eu un génocide, mais au-delà du génocide, qu'ils reconnaissent au moins qu'il y a eu des crimes crapuleux, des villages qui ont été rasés. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Vous avez un nombre incalculable
des vidéos de ces soldats voyous qu'on a envoyés dans le pool qui expliquaient eux-mêmes. Toi, tu passes par là-bas, moi, je vais passer par là. Allez, envoie quelqu'un en rafale. Ce n'est pas un fantasme, Monsieur Perrin. Les vidéos sont là, des gens filmés. Les disparus du beach, il y a bien eu des enquêtes, il y a eu des témoignages. Brazzaville, pour étouffer le procès des disparus du beach en Europe et notamment en France, a organisé un autre procès selon le principe qu'une affaire ne peut pas être jugée deux fois. Donc, pour court-circuiter la procédure française, Sassou a organisé un jugement des disparus du beach où il y a eu quand même des faits qui ont été reconnus que oui, il y a eu des gens qu'on a fait disparaître depuis le beach de Brazzaville. Lorsque Koliné Makosso parle de la perception, bon, moi je ne veux pas renvoyer Koliné Makosso à son cours de philosophie sur la théorie de la connaissance au lycée. La perception est un mode de savoir, mais qui est très limité face à l'expérience scientifique au laboratoire. Donc, il faut que Koliné Makosso, en tant que Premier ministre, dépasse le stade de perception pour être dans le stade d'expérimentation de ce qu'il fait et de ce qu'il y a à faire pour que le Congo avance. Il ne peut pas... Oui, mais à ce niveau-là, pardon, je voulais juste glisser une petite question. Est-ce que ce n'est pas lui qui a un problème, évidemment, de cette perception, comme il a dit? C'est-à-dire qu'il voit les choses différemment, c'est-à-dire lui, en fait, il est particulier parce qu'il voit les choses autrement. Et pour ceux qui voudront évidemment vérifier les livres dont je venais de citer tout à l'heure, vous avez donc Le Génocide, c'est écrit par Anatole Koliné Makosso, Génocide en droit à l'épreuve du génocide de l'émotion. Donc ce qui s'est passé dans le pool, c'est de l'émotion, les gens agissent ou parlent, incriminent, voilà, Denis Sassou Nguesso, ce sont là des émotions, il n'y a pas de faits, il n'y a pas de preuves, donc voilà. C'était juste cette petite précision. Et donc je posais la question de savoir si ce n'est pas Anatole Koliné Makosso qui a un problème finalement, comme il le dit, de perception, là où tous les Congolais constatent que rien ne va, et d'ailleurs lui-même il a eu à le déclarer, plus rien ne va au Congo, au Brazzaville. Il a parlé de ce que le Congo n'avait plus de ressources financières pour garantir les services sociaux de base, l'électricité, l'eau, les voiries. On voit bien ce qui se passe au Congo. C'est lui qui le déclarait. Son ministre des Finances, on a rappelé tout à l'heure, qui dit que payer les salaires, c'est un casse-tête. Hein. Garantir l'avenir de nos enfants, c'est un casse-tête. Lui vient dire que tout va bien. Est-ce que ce n'est pas lui qui a un problème? Assumer nos obligations internationales, c'est très, très, très difficile. C'est très difficile. Est-ce que ce n'est pas lui, Anatole, qui a un problème, en fait? Mais je vous ai dit que le déni est une pathologie psychique. C'est-à-dire que quelqu'un qui est sans cesse dans le déni, oui, c'est une forme de maladie mentale. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les psychologues, cliniciens et surtout les psychiatres. Donc, ce qui fait que lorsque Koliné Makosso parle, il faut faire très, très, très attention. Comment peut-on parler d'un pays? Mais il n'y a pas que lui. Vous prenez Gilbert Ondongo. Moi, j'ai été choqué par les propos de ce monsieur par rapport au bilan positif. Quel est ce pays qui a un bilan positif? Quel est ce pays dont parle Koliné Makosso? Alors même que dans ce même pays, toutes les strates de la vie économique cumulent des années de salaires impayés. J'étais sur votre chaîne lorsque vous parliez de la situation des agents de la mairie de Dolisie. Et pendant que nous sommes en train de réaliser cette émission, toutes les mairies sont en grève, les morgues sont fermées. Ce ne sont pas toutes les mairies, monsieur Perrin. C'est tout le Congo qui est en grève. L'université est en grève. Les mairies sont en grève, les hôpitaux sont en grève. Il y a une situation terrible au Congo aujourd'hui. Les malades n'ont plus accès aux hôpitaux. Les morts, les gens qui meurent, on ne peut pas les mettre à la morgue parce que les morgues au Congo sont en grève. Mais plus dramatique encore, c'est que les corps qui sont à la morgue aujourd'hui, dans les morgues du Congo, on ne peut pas les enterrer parce que les morgues sont en grève. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez donc des familles dans toute la République du Congo qui font des veillées indéterminées. On ne sait pas quand est-ce qu'on va arrêter la veillée parce qu'on n'a pas une date d'enterrement. Et vous avez le Premier ministre qui vient
qui vous dit le pays va bien. Monsieur Perrin, prenez la réalité du Congo, prenez le point que M. Collinet vient de faire, soumettez ça à l'épreuve des psychiatres, ils vont vous dire qu'il faut hospitaliser ce monsieur. Et si vous dites que c'est le premier ministre d'un pays, ce n'est pas possible. En fait, même se moquer des populations, le foutage de gueule, ce n'est pas assez. Même quand on dit le déni, c'est peut-être ce que nous avons trouvé, mais il y a besoin qu'un psychiatre puisse consulter le gouvernement congolais, président de la République, président du Sénat, président de l'Assemblée nationale compris. Soyons sérieux. Vous ne pouvez pas avoir un pays aussi délabré, dirigé par des gens qui vous disent « ça va bien ». Qu'est-ce qui va bien? En 2025, c'est normal que le président de la République, le Premier ministre, le ministre des grands travaux aille inaugurer un robinet dans un quartier de Brazzaville. Le président va inaugurer un collège dans lequel on a juste mis la peinture sur les murs. Il n'a rien d'autre à faire dans un pays qui est dans une telle crise. On se souviendra que Denis Sassou Nguesso avait promis l'émergence aux Congolais en 2025. Malheureusement, on n'en parle plus, là aussi. Voilà, et Anatole Collinet-Makosso, venons donc à son bilan, a parlé de l'économie. Et en parlant de l'économie, il pense qu'il a évidemment fait des grandes réformes, c'est ce qu'il dit. Il a entrepris des grandes réformes économiques, parmi lesquelles, bien sûr, la création de la caisse de l'État au Trésor public. Vous avez également les négociations, donc voilà, les négociations avec le FMI, c'est une grande réforme pour Anatole Collinet-Makosso. Créer le guichet unique aussi, c'est une grande réforme. Mais qui a apporté quoi concrètement aux Congolais? C'est la question qu'on va se poser. Et j'attendais qu'il parle aussi du CFCO. C'est quand même, il faut rappeler aux Congolais que ce fut l'épine dorsale de l'économie congolaise qui aujourd'hui, on connaît dans quel état se trouvent toutes les gares de cette entreprise. Le CFCO et les cheminots, comme on les appelle, aujourd'hui accusent plus de 40 mois d'arriérés de salaire impayés. On ne parle plus du CFCO alors que c'est un maillon de l'économie congolaise. Par contre, il a parlé de la diversification de l'économie congolaise. Bon, sans donner évidemment les éléments d'appréciation, on comprend, comme je le disais tout à l'heure, c'est une gouvernance par la rhétorique et non par des faits. Alors, ne pas parler du CFCO lorsqu'on aborde les questions économiques au Congo, est-ce que ça s'entend? Pas du tout. Pas du tout. Déjà, ce qui rend triste lorsqu'on écoute M. Collinet-Makosso, c'est qu'il dit qu'il a entrepris des grandes réformes économiques. Alors, sachez-le, on ne parle pas ici d'un pays développé, sous-développé, émergent, en voie de développement, du quart-monde, du tiers-monde, non. Dans tous les pays du monde, lorsqu'on parle des grandes réformes économiques, ça suppose qu'on peut toucher du bout du doigt les changements économiques opérés dans cet espace-là. Quand on parle de réformes économiques, je peux vous prendre un exemple qui nous concerne. Le premier président à réaliser des grandes réformes économiques, et personne n'a égalé ce président-là, c'est Massamba Deba. Massamba Deba a engagé les grandes transformations, les grandes réformes économiques au Congo. Conclusion, nous avons eu les usines, nous avons eu les infrastructures, nous avons eu le plein emploi au Congo. Et depuis ces grandes réformes de Massamba Deba, on n'en a pas eu d'autres, ça se souvient de passer plus de 40 ans. Quelles sont les grandes réformes économiques? Je ne parle même pas de Collinet. Je parle de Denis Sassou Nguesso. Quand on dit grande réforme, c'est quoi? Mais c'est un changement en profondeur de la structure économique avec comme conséquence la création d'entreprises et la baisse du chômage, l'amélioration de la vie des populations. C'est une dynamique. En France, on a connu cette période qu'on appelait les 30 glorieuses. Eh bien, posez la question aux Français.
entre 1945 et 1975, les 30 glorieuses, c'était la période de l'État-providence d'une insouciance parce qu'il y avait du boulot partout. Vous quittez le boulot ici qui ne vous convient pas, vous avez le boulot là qui vous convient. Et donc, il y a eu ces réformes-là, le chômage était en baisse, ça a lancé, en tout cas, l'économie, ça a amélioré les comptes publics. Or, qu'est-ce qui vient de se passer tout récemment pour un Premier ministre qui vous dit que son bilan économique est positif, ils sont en train d'aller chercher encore 200 millions de dollars. Ils ont après fait après avoir d'abord levé à 400 milliards, je crois que c'était... 670 millions. Ils ont levé 670 millions de dollars, semble-t-il, pour payer la dette aux opérateurs économiques nationaux. Sauf que 2 semaines après, les opérateurs économiques vont envahir le ministère des Finances, le 6e étage, parce qu'ils sont toujours en situation difficile et personne ne dit aujourd'hui où sont passés les 670 millions. Nous sommes un pays, semble-t-il, en voie de développement, bientôt émergent. Écoutez, avec les Congolais, il faut leur parler en termes de milliards, ça fait 400 milliards de francs CFA. Je vais vous proposer donc le reportage sur les opérateurs économiques, bien sûr, qui ont assiégé leur département. C'est un reportage de Vox TV. Suivez. Ils ont envahi les couloirs du 6e étage du ministère des Finances ce jeudi 11 décembre. Ces opérateurs économiques, visiblement affaiblis par le manque de ressources financières, assistent impuissamment chaque jour qui passe à la cessation de leurs activités économiques. Mais quand le président de la République parle de la paix, nous, on n'est pas des bandits. Mais la paix aussi, il faut manger pour avoir la paix. Mais quand on a faim, on n'a pas la paix. Nous, on a faim. Au moment où je vous parle là, nous sommes au 10e opérateur qu'on va enterrer après-demain. Et on apprend même que non, la morgue a commencé une grève là-bas, donc on ne pourra pas l'enterrer aussi vendredi. La dette intérieure est rangée dans les tiroirs par le gouvernement depuis presque 5 ans, disent-ils. Depuis au moins 4 ans ou bien 5 ans, les opérateurs économiques ne sont pas payés, que ce soit la dette intérieure ou bien les situations en cours. Parce qu'en 2024, quand on a changé le gouvernement, le ministre qui est arrivé, automatiquement, il a bloqué même les ordres de virement. Et ça ne se fait jamais. Il y a eu des dossiers qu'on a contrôlés par les services du ministère des Finances. Jamais publié. Jamais publié, jamais payé. La décision ici est ferme. Ils attendent l'audience avec le directeur de cabinet du ministre en charge des Finances pour des réponses proportionnelles à leur situation socio-économique. Nous, on arrive ici parce qu'on est vraiment dans des situations très difficiles. Les patrons que nous sommes aujourd'hui, nous sommes dans l'incapacité même de régler les frais scolaires de nos enfants. Et en dehors de ça, on a des problèmes au niveau des banques où on est débiteur. Et il y a même ceux qui ont des maisons ravis par des banques. À ce jour, il est difficile de chiffrer la dette intérieure. Chaque année, elle ne fait que s'accumuler. Le secteur privé en pâtit. Pendant ce temps, la situation de la dette publique du Congo en mai 2025 s'établirait à plus de 8 000 milliards de francs CFA. Voilà, alors Didier Wedi, vous disiez qu'après ces 400 milliards, que les Congolais ne savent même pas à quoi cela a servi, et maintenant on va encore lever 200 milliards, c'est ça? Mais je ne comprends pas. C'est pour ça que je vous dis encore que notre président et le gouvernement souffrent de pathologies psychiques. Ils vous disent qu'ils vont chercher l'argent pour les opérateurs économiques. Au final, les pauvres n'ont rien touché. Ils vous disent qu'ils mettent de côté pour les générations futures. Finalement, l'argent a disparu. Ils vous disent, Bouya vous dit, je récupère de quoi goudronner 135 km de route. Il a pris l'argent, mais la route n'est pas goudronnée. Et donc, comment voulez-vous présenter un bilan positif? Et d'ailleurs, quand on parle de développement économique, citez-moi un pays. Si on prend le pays dont parle Koliné Makosso, dont parle Gilbert Ondongo, dont parle Sassou Nguesso, ce pays a un chemin de fer. Monsieur Perrin, il n'y a pas de progrès économique. Sans parler du développement, il n'y a pas de progrès économique sans chemin de fer. Vous savez pourquoi? Parce que les marchandises circulent
le grand tonnage. Quand vous devez faire du commerce, le plus grand tonnage, ce sont les super tankers, donc des bateaux, ou le chemin de fer. Ce ne sont pas les avions, ce ne sont pas les camions. Sur un train marchandises, on peut mettre 30, 40, 50 camions, l'équivalent de 50 camions poids lourds. Dans un super conteneur, dans un bateau qui transporte des conteneurs, il y a des milliers et des milliers de conteneurs. Regardez les images dans les océans. Donc, quand vous avez tué votre port de Pointe-Noire, qui est devenu le commerce des étrangers, quand vous avez tué le CFCO faisait du Congo avec le port de Pointe-Noire et le port de Brazzaville. Ces trois entités faisaient du Congo le pays de transit. Et donc, ça nous donnait un réel impact dans les relations internationales sous-régionales. Parce que le port de Pointe-Noire faisait venir des produits ou exporter pour la Centrafrique et le Tchad. Et une partie du Cameroun proche de Ouesso. Oui, mais pardon, Didier Moueni-Volo, qu'est-ce qui peut expliquer cet abandon, disons l'abandon de ce secteur économique, le CFCO, qui pourtant est de très grande importance dans l'économie congolaise? Océan du Nord. On a tué le CFCO pour remplacer par Océan du Nord, qui visiblement doit être le business de la famille de Sassou, d'Antoinette Sassou Nguesso, à qui, Monsieur Perrin, ça fait plusieurs fois que je pose la question. À qui appartient Océan du Nord? Et au nom de quoi Océan du Nord devrait remplacer le CFCO? Écoutez même certains Congolais naïfs. Écoutez-les parler. Moi, je serai au Congo. Je préfère ne pas voyager. Si je suis à Brazzaville, à Bétou, à Pointe-Noire, je préfère ne pas voyager que de prendre Océan du Nord. Quand on aime son pays, on prend des décisions. Quand vous voyez, moi je discute avec certains Congolais. Oh, Tika Makambo CFCO, on a Big Mamba CFCO. Oh, maintenant Océan du Nord. Mais non! Vous faites le jeu du pouvoir. Il faut boycotter l'Océan du Nord. Il faut demander des comptes. Le Congo ne peut pas avancer d'un iota. Pourquoi le Congo n'avance pas? Mais aujourd'hui, le modèle social aujourd'hui, c'est quoi, M. Perrin? C'est la consommation. L'économie marche avec la consommation des biens et de services. Or, ces biens et de services, en grande partie, circulent entre Brazzaville et Pointe-Noire par quoi? Par le chemin de fer. Ce n'est pas... Déjà, l'autoroute, comme vous l'appelez, la route Brazzaville-Pointe-Noire, mettez des poids lourds dessus, ça ne tiendra pas un an, ça va se dégrader. C'est une route qui est faite pour les autocars, les voitures et tout. Mais ce n'est pas une route qui est faite pour le commerce. Allez voir en Afrique du Sud. Allez voir même en Afrique ces pays qui ont une bonne circulation des biens et des services. Alors, donc, on a tué le CFCO pour favoriser Océan du Nord. Mais on peut garder Océan du Nord et réhabiliter le CFCO. Le CFCO, si on réhabilite combien d'emplois? Moi, je suis quasiment sûr que si vous demandez aux économistes de nous faire des études sérieuses, entre Pointe-Noire et Brazzaville, le CFCO, ce n'est pas moins de 10 000 emplois directs, c'est-à-dire directs liés au CFCO. Et quand vous prenez les commerçants à côté et les petites et moyennes entreprises qui vont naître de ce business-là, on arrive facilement à 30 000 emplois, directs et indirects. Donc, évidemment, le CFCO a nourri également beaucoup de familles, hein, surtout ceux qui sont sur la ligne, disons, ferroviaire. Mais même au-delà, même au-delà, puisque les villages au-delà venaient vendre leurs produits. Et on était sûr de les vendre puisqu'il y avait les commerçants, mais il y a aussi les voyageurs simples qui se disaient, tiens, à telle gare, c'est Kimbolo Clotaire qui a chanté une bonne chanson. Mbala, Mbala, Ngoubé, Ngoubé. Oui, Kimbolo Clotaire a dit à telle gare, j'achète tel produit, à telle gare. Et donc, il y avait une vie économique. Aujourd'hui, les pays qui ont le chemin de fer peuvent mieux vous expliquer. Il n'y a pas de développement sans chemin de fer. Il n'y a pas de développement sans port. Et nous, on a la chance d'avoir un port maritime en eau profonde. C'est-à-dire qu'avec des bons travaux, le port de Pointe-Noire peut accueillir tous les super tankers, tous les grands bateaux du monde. Ça fait de l'argent. Et nous avons le deuxième plus grand fleuve du monde. Et donc, avec des travaux d'aménagement du territoire, de dragage et autres, notre fleuve peut permettre de ravitailler Bangui. Et sans faire peur aux gens,
les Congolais auraient beaucoup d'argent parce que le commerce de Bangui passerait par le Congo, le commerce du Tchad passerait par le Congo. Sur le même volet, bien sûr, économique, Anatole Colinet Makosso a fait entendre que la dette du Congo a été réduite. Je rappelle que la dette actuelle, publique bien sûr, frôle les 99% du PIB. Et tout à l'heure, d'entrée de jeu, vous parlez de ces eurobonds. Le tout premier, c'était, je crois, il n'y a même pas un mois. On a levé 670 millions de dollars, donc l'équivalent de 400 milliards de francs CFA. Et là, ils ont encore émis un nouvel eurobond pour près de 200 milliards. Apparemment, c'est pour alourdir encore la dette. Et Anatole Colinet Makosso dit que la dette a été réduite. Anatole Colinet Makosso, je vais être sincère, hein, il n'a pas le niveau du Premier ministre. Parce que quand on suit tout son discours, même quand les journalistes posent des questions, il raisonne comme un homme de la rue. Anatole Colinet Makosso ne parle pas comme un Premier ministre. Le Premier ministre, quand il donne des chiffres, il vous dit quelle est l'agence nationale qui établit ces statistiques, les chiffres qu'il donne, et quelle est l'agence internationale qui donne les mêmes chiffres ou qui contredit. C'est pas un problème. Je donne un exemple. Anatole Colinet Makosso dit la dette du Congo s'élève à 99% du PIB. Selon le ministère des Finances, selon tel organisme économique, selon tel groupe. Mais il s'est expliqué là-dessus, hein, il s'est justifié pour dire que chaque organisme pouvait avoir ça. Mais qu'il cite, il doit citer les organismes qui fournissent à l'État congolais les chiffres qui permettent à l'État de faire ses prévisions. Moi, je suis président de la République. Je n'agis pas de la même manière. Je ne prends pas les mêmes décisions selon que ma dette intérieure ou extérieure soit de 10%, de 50% ou de 70%. Vous savez ce qui se passe aujourd'hui au Sénégal? Macky Sall, contestant les chiffres du FMI sur la dette cachée, a demandé à ses avocats de porter plainte et Macky Sall réclame auprès du FMI la méthodologie. Je vous cite les avocats de Macky Sall. La méthodologie par laquelle le FMI est arrivé au chiffre de 7 milliards de dollars de dettes cachées par le pouvoir de Macky Sall. Et donc, la bataille aujourd'hui entre Macky Sall et ses avocats, le gouvernement sénégalais et le FMI, ce n'est pas de savoir s'il y a eu une dette cachée ou pas, si cette dette est de 7 milliards ou pas. La question devient épistémologique. C'est-à-dire, Macky Sall dit, OK, vous dites qu'il y a une dette cachée, ça marche. Dites-moi quels sont les mécanismes par lesquels vous avez déterminé cela. Quel a été le mode de calcul? Quelle a été la méthodologie? Et là, on touche la question de fond. Donc, je renvoie cette méthodologie de travail à Colinet Makosso. Quand il dit notre dette est de 99%, lui, quand il parle, il se réfère à quelles données? Les données statistiques viennent d'où? Je vous renvoie encore à un autre débat. Second tour, débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande sort les chiffres de l'INSEE, qui est l'institution habilitée à donner les statistiques sur les conjonctures économiques et sociales en France. Nicolas Sarkozy court pour aller chercher les chiffres de l'Union européenne. François Hollande rappelle à Nicolas Sarkozy que vous allez diriger la France et non pas l'Union européenne. Donc, vous devez d'abord vous fier aux chiffres donnés par les institutions françaises. Donc, Colinet Makosso n'a pas cessé pendant son bilan de dire « Allez vérifier, vous verrez ». Écoutez-les, moi je l'ai suivi quelques secondes. « Allez vérifier, vous verrez ». Non, monsieur le Premier ministre, vous devez être percutant. Vous devez donner des chiffres pour nous convaincre. Là, monsieur Perrin, je vous donne un indicateur, parce que des fois, j'aime bien voir les indicateurs. Pendant que j'écoutais Colinet Makosso, je suis allé voir la salle. J'ai voyagé dans la salle. Regardez encore les images. Aucun ministre ne se sentait intéressé par ce que disait Colinet Makosso. Parce que c'était du pipeau. Regardez le faciès des ministres. Ou peut-être parce qu'ils se disaient que c'était trop de baratin. Mais c'est parce que c'était du pipeau. Donc, ce n'était pas intéressant.
Colline Makosso ne les faisait pas vibrer parce qu'il savait que tout ce qu'il est en train de dire, c'est faux, ça ne nous intéresse pas. Christelle Denis Sassou Nguesso et Hugues Ngolondele étaient plus intéressés par ce qu'ils échangeaient entre eux que par le discours de leur Premier ministre. Je ne sais, ça renvoie même un manque de respect vis-à-vis de leur Premier ministre. Ils n'étaient même pas attentifs à ce que disait Colline Makosso. Un autre indicateur, selon les angles de vue, vous comptez facilement plus de 300 personnes. Ils étaient peut-être 400 ou 500, n'est-ce pas? Oui. Selon les angles de vue, moi, c'est ce que j'ai estimé. Écoutez les applaudissements. Je suis quasiment sûr que si les caméras nous montrent les gens qui applaudissaient, vous n'en avez pas plus de 50. Parce que je peux déterminer, quand je me concentre, combien de types d'applaudissements différents que je suis en train d'entendre. Vous sentez qu'il y a très peu de gens qui applaudissent, alors qu'on doit avoir entre 300, 400, voire 500 personnes dans la salle. Ça suppose aussi que, même dans l'assistance, regardez même les têtes des journalistes. Regardez les réactions des journalistes. En fait, les gens se demandaient, mais regardez-moi ce monsieur-là, de quoi il nous parle d'ailleurs? Puisque quand il n'y a pas d'eau et d'électricité au Congo, les journalistes le savent, eux aussi sont victimes de délestage. Ils sont eux aussi victimes du fait que le matin, pour aller au boulot, ils n'ont pas d'eau pour se laver. Le soir, quand ils rentrent du boulot, ils n'ont pas d'eau pour se laver. Eux aussi sont obligés d'aller chercher les bouteilles d'eau minérale pour boire avec leur famille. Et quand Colline Makosso vient pour dire qu'ils ont réglé les problèmes de délestage, comment voulez-vous qu'on le prenne au sérieux? Ces journalistes qui sont là, eux aussi, dans leur famille, ils ont des parents qui ne travaillent pas, qui sont dans la galère parce que le Congo est en perdition. Leurs parents sont aussi victimes des entreprises fermées. Leurs parents sont aussi victimes des salaires, des pensions qui ne sont pas payées. Donc, l'homme politique, la femme politique, ils ne parlent pas d'un pays imaginaire. Ça, c'est au département de littérature ou au département de philosophie. Colline Makosso ferait peut-être un bon prof de littérature pour évader et faire évader les esprits. Mais le Premier ministre, il gère un pays de chair et d'os. Des enfants qui tombent malades, des enfants qui n'ont pas d'école, des gens qui sont en souffrance, des parents qui sont morts, les morts qui sont en grève qu'on ne peut pas enterrer. C'est de la vie concrète. Et c'est pour cela que, dans tous les pays du monde, les premiers ministres font ce qu'on appelle son discours de portée générale, pour donner un cap, pour donner une vision où son gouvernement veut aller, mais concrètement. Et les présidents partout font un bilan de leur action. Évidemment, lorsque nous parlons des actions, des faits, évidemment, vous avez déjà évoqué la question sur la problématique, en fait, de l'accès à l'électricité au Congo, au Brazzaville. Tout le monde le sait que ça date de très longtemps, des décennies, ça n'a pas commencé hier ou avant-hier. Mais en plus, là, on nous parle d'un bilan, je ne sais pas, de 5 ans. Bon, Sassou Nguesso est là depuis presque 28 ans qu'il est revenu, donc personne ne l'a gêné. Il gère, comme qui dirait, il règne son partage. Et ça aussi, c'est un indicateur qu'il faut prendre en compte. Et lorsque Anatole Colline Makosso parle de son bilan, c'est comme si c'est un nouveau président qui venait de prendre le pouvoir il y a 5 ans. Et parlons donc de l'électricité dans les grandes agglomérations, Brazzaville, Pointe-Noire, Dolisie, un peu partout, où il y a mais vraiment des sérieux problèmes. Qu'est-ce qu'il fait? C'est comme vous l'avez dit tout à l'heure, en fait, il opte pour la politique de l'Autriche, c'est-à-dire se couvrir la tête alors qu'il y a un danger qui est là. Il fouille vers les campagnes pour dire, vous voyez, on a apporté l'électricité, je ne sais pas, dans telle localité. Un village de 50 habitants, alors qu'on lui parle évidemment, mais il ne dit pas que c'est un groupe électrogène qu'ils ont amené là-bas avec bien sûr. chargé du carburant. Et c'est pour des raisons, en fait, électorales, simplement. Dans 2 mois, ça ne va plus exister. Bien sûr que s'agissant de l'électricité, et les citoyens ont raison, surtout lorsque nous voyons l'électricité sous le prix de Brazzaville, avec les délestages permanents, avec la défection du réseau électrique, on peut avoir raison pour dire que rien ne marche. Parce que là où l'énergie ne marche pas, bien entendu, on peut conclure que le reste ne marche pas. Mais quand vous dites ça, est-ce que vous avez pensé aux citoyens d'Ongolo Kila, qui n'avaient jamais eu d'électricité? Il sait que l'électricité est arrivée jusque-là. Est-ce que vous pouvez dire la même chose aux citoyens d'Evo, qui n'espéraient même pas avoir l'électricité chez lui, et voir le gouvernement avoir entrepris autant d'efforts pour amener l'électricité jusque là-bas? Voilà comment il fouille
en fait des questions alors qu'on est en train de parler de la vie des Congolais. Monsieur Perrin. C'est un peu du mépris, là. Mais c'est pire que le mépris pratico-pratique. Pratico-pratique. Lorsque M. Koliné Makosso parle, prenons l'école. Monsieur, c'est Sassou lui-même qui a dit on avait atteint comment on appelle ça? La scolarité presque la scolarité, à 100%. Donc l'alphabétisation à 100% dans les années. Et puis on a décidé de tout détruire. Voilà, de détruire. C'est Sassou qui l'a dit, hein, c'est pas moi. Hein. Ouais. Sassou a dit on a décidé de tout détruire. Vous avez entendu quand Sassou a dit maintenant on a tout construit ou reconstruit? Non, tout est toujours détruit. Oui. Koliné Makosso parle des hôpitaux aux normes internationales, on peut faire des dialyses. Je suis désolé, monsieur Perrin, vous m'avez invité sur votre chaîne il y a quelques mois. Qu'est-ce que Sassou disait? Les hôpitaux sont dans la brousse. Qu'est-ce que Sassou disait? Les hôpitaux ont été réalisés à 70%. Maintenant, on change de stratégie, on n'en fera que 2 par année. C'est Sassou qui le dit en 2025. Nous sommes encore en 2025. Et Koliné vient dire qu'on a fini les hôpitaux dans tous les départements. Mais de qui est plus fou que l'autre entre Sassou et Koliné Makosso? Soyons sérieux. Attendez, les Congolais sont en train de mourir et vous avez le président et son premier ministre qui jouent au ping-pong avec la vie des Congolais. C'est le président de la République. C'est lui qui dit les hôpitaux sont achevés à 70%. J'ai même constaté que l'hôpital est dans la brousse. Est-ce que Koliné a entendu Sassou le dire? Si oui, mais pourquoi il vient nous raconter des mensonges? Et Denis Sassou Nguesso, entend-il son premier ministre dire qu'au Congo, on peut passer la dialyse la même semaine où Koliné Makosso le fait? Qui vous invitait sur R7, monsieur Perrin? N'est-ce pas un père qui a eu maille à partir avec de l'oxygène à Pointe-Noire? Oui, bien sûr. Et cette semaine-là, pendant que ce monsieur courageux traitait la situation de ses 2 enfants avec l'oxygène, vous savez ce qui s'est passé devant Adolphe Cissé? 3 malades jetés à la porte parce qu'ils n'ont pas d'argent pour se soigner, dont un est mort juste devant l'entrée de l'hôpital. Mais pire encore, pendant que vous le dites, pire encore, c'est qu'on apprend qu'à l'hôpital Adolphe Cissé, donc l'hôpital général Adolphe Cissé, le directeur ne peut faire que la goutte d'épaisse. Les autres examens, niet. Ce n'est pas possible. Mais bien sûr. Alors, donc, c'est pour cela que je dis, entre Sassou et Koliné, qui est plus fou que l'autre pour jouer avec la vie des Congolais? Soit on parle des réalités des Congolais et on a besoin des dirigeants qui prennent à bras le corps ce problème-là, soit on vient amuser la galerie. Mais amuser la galerie, tout le monde peut le faire. Je donne encore un autre exemple. Alors, au lieu de travailler pour que le Congo s'en sorte, que le Congo soit résolument sur le chemin du progrès, pendant des années, le gouvernement a travaillé à quoi? Le gouvernement congolais a travaillé, c'était avant Koliné Makosso, donc Clément Mwamba et autres, ils ont travaillé à appauvrir le Congo pour que le Congo entre dans le club peu flatteur des pays pauvres très endettés. Vous vous souvenez de la fête à Brazzaville? Oui, on a célébré la pauvreté, voilà, l'accès du Congo. Thierry Mongala est venu célébrer devant les journalistes. Ah, alléluia, nous sommes maintenant membres des pays pauvres très endettés. Mais comment pouvez-vous venir dire que Sassou a travaillé depuis 1997 au développement du Congo, alors que lui-même, Sassou, a travaillé pour appauvrir le Congo, détruire le Congo, afin que le FMI accepte le Congo dans le club des pays pauvres très endettés. Et jusqu'aujourd'hui, nous sommes dans un club de pays pauvres très endettés. C'est bien dommage. Et en fait, il a parlé également, puisque vous évoquez déjà le volet santé. Alors, je voulais comprendre avec vous quel est donc le taux acceptable, le taux de mortalité acceptable dans un pays. En réalité, lorsqu'un pays commence à être émergent, le taux de mortalité... Parce que chez nous, on est à 300 par 1000. Hein, Mais c'est trop! C'est trop! Par 1000 naissances. Dans les pays développés, si je ne me trompe pas, on est en dessous de 20 décès sur 1000. Donc, quand vous êtes à 300 sur 1000, il n'y a rien à dire. C'est qu'il y a une médiocrité. Attention, hein, on parle de taux de mortalité infantile. Mais à Brazzaville, au Congo, en République du Congo, s'ajoute
aussi la mortalité des femmes en couche. Vous savez, hein, au Congo, il y a un vrai problème. Il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que 300 à 350 enfants qui meurent sur 1000 naissances, mais nous sommes autour de 270 mères à peu près qui meurent sur 1000 femmes qui vont accoucher. Donc, c'est un pays où ce n'est pas la qualification, ce ne sont pas les compétences de l'équipe médicale. C'est un pays où manque déjà les plateaux techniques. Même si vous avez un très bon médecin, mais si le plateau technique n'existe pas, le médecin ne fera pas de miracles. C'est d'abord une question d'accès aux nouvelles techniques, d'accès aux molécules pour soigner, aux médicaments. Oui, mais moi je voulais un peu m'intéresser à ce que vous venez de rappeler là, les femmes qui meurent en couche. Je crois que la question a même été posée peut-être autrement sur la gratuité des césariennes, parce que la plupart des femmes qui meurent... C'est pour ça que l'OMS a demandé que certains actes médicaux liés aux femmes qui vont mettre au monde, que ces actes soient rendus gratuits, parce que la grossesse est un phénomène physiologique, biologique, naturel. Une femme tombe enceinte, un homme enceinte une femme, alors que pour que cette femme ne meure pas, il faut des actes médicaux. Et moi, je me souviens que la césarienne, l'accouchement, même la prise en charge de la santé de l'enfant jusqu'à l'âge de 5 ans, je crois, qui était à la charge de l'État. L'OMS demandant à ce que l'État puisse mettre, on passe de 12 à 14% du budget de l'État. Il faut savoir que le budget du ministère de la Santé, c'est 12% du budget national. Et moi, quand j'ai calculé à l'époque, on était autour de 270 milliards de francs CFA. Mais où va cet argent? Où va cet argent? Je vous posais cette question simplement parce que la césarienne avait été déclarée gratuite au Congo. Mais depuis qu'on a déclaré, évidemment, la césarienne gratuite, c'est là où les choses se sont compliquées. Elle coûte beaucoup plus cher qu'avant et beaucoup de femmes succombent à cause de cela, parce que lorsque vous arrivez dans ces hôpitaux, et ça, moi j'ai mené des enquêtes là-dessus, j'ai même fait des reportages pendant que j'étais encore au Congo, à Pointe-Noire, où on constatait que finalement, quand les femmes arrivaient, même quand elles allaient mettre au monde par voie normale, les appellent les sages-femmes, il faut peut-être trouver une autre appellation, certaines femmes, certaines sages-femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? En fait, elles obligeaient ces femmes à accoucher par césarienne parce que cela leur rapportait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et vous devez payer cash. À l'instant, si vous n'avez pas l'argent, on vous abandonne. Et beaucoup de femmes succombent comme ça. Et curieusement, ça se passe dans les hôpitaux publics, comme peut-être pas dans les privés, je ne sais pas si ça se passe comme ça, mais beaucoup plus dans les hôpitaux publics. Je parle ici de l'hôpital Assissé, Luandili, mais même au CHU, évidemment. Et les femmes meurent comme ça, ce qui explique évidemment ce que vous étiez en train de dire, ce taux de mortalité des femmes en couche qui augmente. Et l'État regarde comme si c'était normal. La question a été posée à Anatole Kouliné-Makosso, mais il a botté en touche, en fait. Vous savez d'où est partie la révolte de la Gen Z au Maroc? À cause des femmes qui arrivaient à l'hôpital pour accoucher et qui mouraient. La révolte que vous venez de voir là, de la jeunesse marocaine. C'était la 4e ou la 5e femme, en tout cas pas plus de 6 ou 7. Pas plus de 6 ou 7. Des femmes enceintes sont arrivées dans les hôpitaux marocains, elles ont accouché, elles sont mortes. À la 4e ou entre la 4e et la 7e, la révolte de la Gen Z. Chez nous, des milliers de femmes meurent chaque année au Congo. Pourquoi les Congolais ne se révoltent pas? En fait, on attend, l'erreur des Congolais, c'est de croire que Sassou peut s'auto-réguler. C'est faux. Je vous le dis encore, Monsieur Perrin, c'est dommage. Si les psychologues pouvaient accepter de vous rencontrer et vous expliquer, quelqu'un qui... C'est comme n'importe quelle maladie. Si j'ai le palu, je ne peux pas guérir comme ça, il me faut un médicament.
Mais les pervers narcissiques, notez-le, hein. Moi, les Congolais qui vous suivent, qu'ils le notent. Pervers narcissique, faites ce que vous voulez. Face à un pervers narcissique, si vous ne lui opposez pas la loi, la force, c'est-à-dire que quelque chose de plus dur, le pervers narcissique ne s'arrête jamais tout seul. Et Sassou, comme autour de lui, ce sont des pervers narcissiques. Ce n'est pas... Est-ce qu'on peut penser que finalement, Anatole Koliné Makosso confond des infrastructures hospitalières qui sont en train de construire au système de santé? Parce que pour lui, il a gagné, il a même dit la bataille, parce que c'était une de ses premières, je crois, batailles, puisqu'il en avait 12. La première, c'était la santé, et il dit que c'est une bataille gagnée. Gagnée parce que ils ont construit des hôpitaux, alors que tout à l'heure, nous étions en train d'expliquer et de démontrer que rien ne va dans ces hôpitaux, c'est la galère, c'est la mort, et d'ailleurs, les Congolais appellent ça désormais des mouroirs. Mais pour Anatole Koliné Makosso, c'est un succès. Le bilan est positif. Est-ce qu'il ne confond pas la construction des infrastructures hospitalières au système même de santé? Je ne pense pas qu'il confond. Pour confondre, il faut déjà qu'il comprenne à quel niveau se situe la différence et qu'il comprenne chacun des éléments. Moi, je pense que Koliné Makosso, comme tout le PCT, ils sont dans une autre réalité. Ils ont dupliqué le Congo. Vous et moi, nous voyons le Congo réel dans lequel vivent nos parents, nos amis, nos frères, la population qui est en souffrance. Mais eux, ils voient le Congo avec d'autres lunettes. Peut-être qu'il faut qu'ils changent d'opticien. Et donc, tout ce qu'ils vous disent, le risque que le Congo court, le risque que le pays court, c'est si eux-mêmes, ils croient à ce qu'ils disent. Et là, on court un réel danger. Pour moi, il y a peut-être une possibilité qu'ils sont encore conscients qu'ils nous mentent. Vous voyez, en fait, il y a une différence entre quelqu'un qui est en train de vous mentir et qui sait que je suis en train de vous mentir, qu'il est en train de vous mentir, et quelqu'un qui est persuadé que ce mensonge n'est pas un mensonge, mais c'est la vérité. Alors là, il y a un danger. En fait, ils croiraient finalement à leur propre mensonge. Oui, mais ils croient à leur propre... C'est ce qui fait que, pour eux, les Congolais ne souffrent pas. Il ne manque pas de route au Congo. Vous l'avez dit. La journaliste lui dit, mais à Brazzaville, à Pointe-Noire, dans les grandes villes, il y a des vrais problèmes d'électricité. Comment pouvez-vous parler de développement économique sans eau, sans électricité, sans Internet? Aujourd'hui, c'est impossible. Toute entreprise qui veut investir au Congo va interroger l'accès à l'eau, l'accès à l'électricité et l'accès à Internet. Si vous n'avez pas ces trois-là, c'est mort. C'est-à-dire la couverture à l'Internet. Or, chez nous, c'est de l'ordre de 30%, ce qui fait que le débit est très faible. Il ne peut pas venir. Aujourd'hui... D'ailleurs, pendant que vous le dites, pardon, c'est la raison pour laquelle Xaro, qui allait exploiter le fer à Mayoko, a fermé, parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de ressources. Mais on ne déplace plus les papiers, on ne déplace plus les documents papier, M. Perrin. Même nous, dans nos petits boulots, lorsque je veux contacter un partenaire, je suis à Brazzaville, je dois contacter un partenaire à Pointe-Noire, je vous explique comment ça fonctionne. Une fois qu'on est tombé d'accord, on doit signer l'accord, mais la signature est maintenant dématérialisée. Même aujourd'hui, avec les notaires, quand vous allez voir le notaire, votre banque, vous n'êtes plus obligé de vous déplacer. La banque vous dit, OK, je viens de vous envoyer un lien sur votre boîte mail ou par votre téléphone. Cliquez le lien, communiquez-moi le numéro. Je vous envoie la signature électronique. Maintenant, le monde va très vite. Le monde va très vite. Nous, on n'a pas Internet, on n'a même pas l'ADSL, alors on n'a même pas la fibre, et on veut faire croire aux gens qu'on se développe. Et dans le même temps, on diabolise Internet. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. Mais c'est normal, c'est leur mode de fonctionnement. Autre chose, les gens qui vont venir, ils savent qu'ils tombent malades. Hein. Attention, hein, c'est les opérateurs économiques, c'est des êtres pensants. Et donc, ils vont vérifier le niveau de vos hôpitaux, l'accès aux médicaments. Parce qu'il y a des maladies, on ne va pas attendre que le médicament vienne de l'étranger, et encore que vous n'avez pas des avions qui desservent votre pays tous les jours. Donc, tout ça sont des indicateurs qu'on prend, les gens prennent en compte quand ils font leur business plan pour investir. Et c'est ce qui fait que j'ai pitié de lui.
le pauvre Christelle Denis Sassou Nguesso, il a voyagé. Il n'a jamais décroché un seul opérateur pour venir au Congo. Mais à cause de ça, quels sont les objectifs fixés à E2C? Monsieur Perrin, dans tous les pays, on fixe les objectifs à atteindre. Les spécialistes du management vous parleront des objectifs SMART, c'est-à-dire des objectifs qui sont opérationnels, qui sont atteignables, qui sont vérifiables, qui sont quantifiables. Vous avez une société d'électricité. Le Congo a une couverture d'électricité de 30% en grande ville, 5 à 6% en campagne. Qu'est-ce qu'on fixe comme objectif à M. Adunganda? Ce n'est pas d'aller danser. M. Adunganda, combien d'habitants auront l'électricité à la fin de l'année 2025, à la fin de l'année 2026, et quelles sont les prévisions pour que 90% des ménages au Congo puissent avoir accès à l'électricité? Idem pour l'eau, idem pour la couverture Internet. Et celui qui n'est pas capable, il est out. Comment voulez-vous que 40 ans après le règne de Sassou, 40 ans de règne, Brazzaville manque d'eau et d'électricité? Autour de Brazzaville, vous avez le fleuve Congo, vous avez le Djoué, vous avez la Léfini, vous avez Madoukou-Tchekele, ce qui suppose que les nappes phréatiques au niveau du Congo sont abondamment remplies. Ce qui montre que nous sommes bénis des dieux. Est-ce que vous demandez aux géographes, demandez aux topographes, demandez aux géologues, les spécialistes, la quantité de puits que nous avons à Brazzaville et Pointe-Noire, c'est une menace pour qu'on devienne un désert. Parce qu'on va épuiser les nappes phréatiques. Mais nos nappes phréatiques sont quasiment inépuisables parce qu'on a trop de cours d'eau et trop de pluie pour alimenter les nappes phréatiques. Donc, nous avons les conditions naturelles pour avoir l'eau potable en abondance avec une piscine dans chaque parcelle au Congo. On peut le faire, on a de l'eau pour ça. Mais il nous manque un verre d'eau à boire. Et Koliné Makosso nous insulte en disant « De quoi vous vous inquiétez, vous êtes déjà développé. » Et ce monsieur est digne d'être enfermé dans un hôpital psychiatrique. Je n'exagère pas. Demandez à l'ENAM, monsieur Perrin, demandez aux étudiants de l'ENAM le discours de Koliné Makosso tel qu'il vient de le faire là. Normalement, dans un pays sérieux, tous les cours de sociologie politique, de philosophie politique, eh ben, c'est ça l'exemple qu'on va prendre pour étudier, décortiquer, analyser, commenter. À l'ENAM, on enseigne ça. Mais est-ce que vous pensez qu'à l'ENAM, on peut enseigner les discours de Sassou Nguesso et de Koliné Makosso? Mais pas du tout. Parce que c'est d'une médiocrité pathologique. Alors, Didier Bouini, vous voulez un petit détail qui a dû évidemment attirer l'attention de tout le monde. Je crois que vous avez suivi comment on l'appelle, je crois que c'est la journaliste Mabiala qui s'est plainte de dire j'ai eu des problèmes pour avoir le micro. Après, bon, je me suis posé la question, mais pourquoi? Est-ce que c'était une façon de l'empêcher de poser ces questions? Et surtout qu'elle est, depuis un certain moment, hein, elle s'illustre par celle qui pose des questions redoutées par les présentateurs ou ceux qui viennent exposer à cette quinzaine. Est-ce que vous avez eu cette impression et qu'est-ce que ça pouvait, qu'est-ce que ça vous fait dire? À quoi ça vous fait penser? Mais j'ai vu la séquence, je me suis dit, donc, quelque part, Koliné Makosso sait qu'il est un gros menteur. Vous savez, quand vous êtes sûr de vous, puisque vous savez que vous avez fait du bon travail, pourquoi vous avez peur des questions d'une journaliste? Pourquoi, si on n'a rien à cacher? Des instructions avaient été données pour ne pas lui passer le micro, parce qu'après j'ai entendu dire oui, allez-y. Et puis, méchamment, les hommes qui parlent à une femme pour dire bah, vas-y, pose la question, je crois que c'est. Mais vous voyez à qui vous avez affaire. Et puis, lorsque vous entendez ce que dit cette journaliste, mais pour moi, ce que dit la journaliste n'est pas vrai. Alors, quand elle dit qu'elle cite le livre de Koliné Makosso, j'ai dit, mais je suis reconforté dans mon diagnostic de la perversion narcissique. Comment quelqu'un peut croire, un premier ministre, peu importe le pays, peut penser que aller dialoguer avec le FMI est une réforme économique? Mais il a lu ça dans quel livre? Introduction à la science politique. Qu'il me cite le livre. Dans quel livre économie Koliné Makosso, qui est son maître penseur en économie, qui lui a dit qu'aller parler aux responsables du FMI constitue une réforme économique, une grande réforme économique. Qui a dit à Koliné Makosso
que ouvrir un compte du trésor pour l'État congolais. Mais si le compte de l'État n'est pas au trésor, il est où? Et vous imaginez que Sassou est au pouvoir depuis 1997, et donc c'est Collinet qui est allé ouvrir le compte. Mais depuis là, Sassou mettait l'argent du Congo où? Où Sassou mettait l'argent du C'est la Congo grande question maintenant. Et Collinet Makosso dit qu'il a ouvert un guichet pour les opérateurs économiques. Mais je comprends pourquoi les opérateurs économiques ne venaient pas au Congo, puisqu'il n'y avait même pas de guichet. Vous imaginez qu'un gouvernement d'un pays comme le Congo, qui produit du pétrole, le gaz, le Congo produit, vous l'avez dit, plus de 2000 ou 3000 milliards de francs CFA de richesse chaque année. Et cet argent va où si l'État congolais n'a pas de compte et qu'il fallait attendre Collinet Makosso? Oui, mais je crois que vous le disiez au début, il faut comprendre leur discours à l'envers, en fait. Parce que lorsqu'il vient dire qu'il ouvre un compte de l'État au Trésor, en réalité, il vient dire aux Congolais, vous savez, depuis là, nous étions en train de voler votre argent. Mais le compte était où? Le compte était quelque part. Mais c'est ce qu'il vient dire, en fait, quand on comprend ça à l'envers. Et lorsqu'il parle des négociations avec le FMI et que c'est une grande réforme, évidemment, ben, depuis là, ils sont en train de négocier avec le FMI. Ça a pris du temps. On n'a jamais vu ça, nulle part. Mais vous savez pourquoi? Le FMI a reproché à Sassou d'avoir magouillé les comptes publics, d'avoir même caché une grande partie de la dette chinoise. Et d'ailleurs, la question de la journaliste Madiala dit quoi? Elle dit quoi? Elle dit, mais en quoi cela change la vie des Congolais? En quoi cela intéresse les Congolais? Parce que les grandes réformes économiques sont toujours des réformes incitatives dans la création d'entreprises et dans la création d'emplois, dans l'amélioration de la vie au quotidien. Si quelqu'un vous parle, qu'il soit aux États-Unis, en Chine, à Cuba, en Afrique du Mandela, les réformes économiques de Mandela, 100 000 emplois. On peut les compter, on peut les vérifier. Vous avez cette génération qu'on appelle les nouveaux riches de Mandela, c'est-à-dire les Noirs qui sont sortis de la pauvreté grâce aux réformes économiques emmenées par Nelson Mandela. Mais ce n'étaient pas les gens du village de Mandela. Ce n'étaient pas des gens du parti de l'ANC. C'est des Sud-Africains. Au Brésil, pareil. Les réformes de Lula, 300 000 emplois. La première présidence de Lula au Brésil, les réformes économiques qu'il va entreprendre, c'est à peu près 3 000 emplois. Mais ce n'étaient pas les gens du village de Lula. Donc, quelles sont ces grandes réformes économiques qu'on peut enseigner? Vous savez ce que j'apprends aussi? C'est que vous avez une école polytechnique à Maluku et une école polytechnique à Oyo. Mais où sont les ingénieurs? Est-ce que les gens savent c'est quoi une école polytechnique? Où sont les ingénieurs? Quels sont ceux-là qui changent? Mais vous croyez que l'eau et l'électricité, ce sont les ingénieurs? Donc, nous avons 2 écoles polytechniques au nord de Brazzaville et à Oyo, et on a des problèmes d'eau, d'électricité. Où sont les gens qui sont formés par l'université d'excellence Denis Sassou Nguesso? C'est quoi une université d'excellence? Vous savez ce qui me rend triste? Nous avons cette fille qui est sortie première au Congo, bac scientifique, bac C, et qui n'a pas trouvé d'inscription. J'espère qu'au moment où je parle, elle en a trouvé une. Qui n'a pas trouvé mais Monsieur Perrin, dans un pays qui se veut avancé, on ne voit pas la tribu, on ne voit pas la famille. Cette jeune fille, l'école polytechnique allait courir après elle. Ce n'est pas elle qui allait courir après l'école polytechnique. Parce qu'elle a montré par ses capacités qu'elle peut devenir une grande ingénieure au Congo. L'université d'excellence Denis Sassou Nguesso doit recevoir des gens comme ça, si réellement cette université est une université d'excellence. Mais moi, je vois la place de cette fille de facto à l'école polytechnique. Parce que si elle est première au Congo, bac C, une famille qui n'est pas une famille du pouvoir, ça suppose qu'elle a des compétences. Et donc, il faut l'accompagner, il faut lui donner les moyens pour qu'elle devienne une grande ingénieure dans l'intérêt de notre pays. Et donc, demain, si je suis président, c'est comme ça que je vais gouverner. Voilà, à l'école polytechnique arrivent les gens qui en ont les capacités, parce que ce sont eux qui vont changer le Congo. Évidemment. C'est la jeunesse qui constitue évidemment l'avenir d'un pays. Alors nous sommes à la fin de cette émission, malheureusement, le temps est presque à la fin. Mais on va terminer sur voilà,
volet, mais ça sort du cadre évidemment du bilan présenté. Sinon, mais une petite question avant de passer à ce volet-là. Quelle impression avez-vous eu lorsque Anatole Koliné-Makosso dit que le livre a été écrit par Denis Sassou Nguesso, préfacé par Denis Sassou Nguesso, et dans ce même livre, on parle des 12 batailles qui, en réalité, c'est la politique, en fait, le plan présenté par Anatole Koliné-Makosso. Et donc, c'est Sassou qui a écrit, voilà, sur les 12 batailles d'Anatole Koliné-Makosso. Est-ce que vous avez cru à cela, que c'est le livre écrit par Denis Sassou Nguesso? Alors déjà, ce n'est pas Denis Sassou Nguesso qui a écrit, ce n'est non plus Koliné-Makosso qui a écrit. Alors, moi, je pense que beaucoup de Congolais le savent. Hein. Vous savez, au Congo, il y a des gens qui existent, ils en ont les compétences, mais aujourd'hui, tapez sur Internet, je veux écrire un livre, mais je ne sais pas comment faire. Vous avez de plus en plus aujourd'hui sur Internet. L'intelligence artificielle, oui, les gens peuvent. Ou bien des cabinets comme ça. Hein, qui... il y a les premiers de ces cabinets, on le sait depuis longtemps, c'est leur boulot. C'est pas un problème en soi. Ce sont les éditeurs. Les éditeurs embauchent des gens pour écrire. Souvent, les hommes politiques, même en France, hein, aux États-Unis, quand on vous dit Obama écrit un livre, ce n'est pas Obama qui s'est assis pour écrire. Obama explique sa pensée. Et vous avez quelqu'un qui a écrit, qui redonne à Obama, qui lit et qui dit exactement, c'est ça que je voulais. Donc, et puis, voilà, c'est ça. Et si le livre peut être vendu correctement, évidemment, vous avez comment on l'appelle? Vous avez une maison d'édition qui publie le livre. Oui, moi je posais cette question parce que il y a des aspects qu'il faut aussi regarder. Le livre a été imprimé en Italie et cette question a semblé gêner le Premier ministre. Oui. J'en arrive. Il y a une autre façon de faire, c'est que lorsque vous avez une idée, on vous aide à écrire votre livre, la maison d'édition va vous dire: moi, je ne veux pas éditer le livre parce que la maison d'édition, quand elle va éditer le livre, elle engage les frais. Elle engage les frais en espérant les récupérer par la vente des livres. Or, un écrivain ne vit pas de sa production. Hein. Les gens qui écrivent les livres, ne vous inquiétez pas, ils ne vivent pas de ça. Ils ont un autre job. L'exemple en France qui est souvent cité, c'est Marc Lévy, qui est un des rares qui peut vivre de sa production de livres parce que chacun de ses livres est un best-seller. Donc, voilà. Ça se vend à plus de 100 000, 200 000 exemplaires. Voilà. Et donc, qu'est-ce que l'éditeur va vous dire? L'éditeur va estimer. Vous dites, moi, j'ai besoin de 200, 300, 400 exemplaires. Il va vous faire un devis, tout simplement. Il va dire, voilà, pour imprimer ce livre-là à 400 exemplaires, je vais dépenser 20 000 euros. Donc, vous payez vos 20 000 euros. Je vous imprime les livres. Vous vous débrouillez avec ça. Vous vous débrouillez à mettre ça dans les librairies. Donc, si ça vous rapporte de l'argent, tant mieux. Si ça ne vous rapporte rien, mais moi, je ne prends pas le risque. C'est pour cela que beaucoup de gens peuvent écrire des livres hein, dans leurs ordinateurs. Ils ont des bouquins écrits, mais ils ne trouvent pas de maison d'édition. Mais parce que la maison d'édition estime que je vais perdre de l'argent et va demander à celui qui veut publier le livre d'avancer les frais. Et dans le cas de Koliné-Makosso, c'est surtout ça. Moi, je n'ai pas lu le livre, je vais être authentique avec vous. Je n'ai pas envie de torturer ma tête avec des bêtises. Voilà, c'est simple. Comme des Congolais qui disent... Le peu que j'ai entendu de la journaliste Mabiala, ça ne me donne pas envie d'aller lire ce livre-là. Ça m'aurait intéressé si ce livre parlait de vraies réalités du Congo, où Koliné-Makosso dit vraiment le fond de sa pensée, les difficultés auxquelles il fait face sur le plan domestique, c'est-à-dire intérieur, mais aussi sur le plan international. C'est réel, hein, voilà. Et donc, il est sincère. Moi, je lis un livre lorsque je sens que l'auteur fait preuve de sincérité politique, philosophique, idéologique, économique, sociale. Et là, ça nous donne des billes. Mais quelqu'un qui vient, on dit, chapitre temps, les grandes réformes économiques de Koliné-Makosso, et on va lire petit 1, parler avec le FMI, petit 2, ouvrir un compte au Trésor, petit 3, ouvrir un guichet pour les hommes d'affaires. Je suis désolé,
Mais Qu'est-ce que pire ça encore, m'apporte? un livre écrit par Sassou Nguesso, j'imagine un peu les Congolais, ce qu'ils vont penser de ce livre, est-ce qu'ils vont l'acheter? Mais bon, je posais la question aussi pour savoir, parce que nous savons, c'est le bilan quand même de Denis Sassou Nguesso, entre guillemets, si on croit bien sûr à ce que Anatole Koliné-Makosso nous a dit, que c'est le livre de Denis Sassou Nguesso, préfacé par Denis Sassou Nguesso, imprimé en Italie, alors que le Congo a des imprimeries, et donc on a dû utiliser l'argent du contribuable congolais. Encore que si c'était un livre utile qu'on peut enseigner à l'école pour que les gens comprennent notre vraie réalité. Écoutez, les gens, Gilbert Ondongo, Koliné Makosso, Sassou Nguesso, tous vous disent le Congo est en voie de développement, mais la Likola veut faire sécession. Pourquoi? Pourquoi la Likola veut faire sécession? Dans la Likola, les gens souffrent. Dans la Likola, il y a des inondations. Dans la Likola, les paysans sont obligés de récolter leur plantation avant l'arrivée des crues, c'est-à-dire avant même la maturation des plants. C'est une réalité. Les gens peuvent regarder sur Internet. S'il y a eu cette volonté malheureuse de nos parents de la Likola qui, disons, mieux vaut qu'on soit rattaché à la Centrafrique, qui est beaucoup plus mal en point que nous, parce qu'on ne voit pas trop qu'est-ce que l'État a déserté la Likola. C'est une réalité dans tous les départements, hein, la misère, la souffrance, c'est partout dans tous les départements. L'hôpital de Mosaka est un hôpital amphibien. Les médecins soignent les pieds dans l'eau. Dans le bloc opératoire, on est en train d'opérer quelqu'un les pieds dans l'eau. Mais vous imaginez, la gendarmerie de la Likola se trouve dessous 1 mètre d'eau. J'ai vu. C'est-à-dire que pour aller jusqu'à la gendarmerie, les gens sont dans une pirogue parce que la gendarmerie est inondée. Avec tous les risques, avec les serpents, les insectes. Et on nous dit que le pays est en train d'avancer. Comment voulez-vous qu'on puisse respecter un tel pouvoir? Il n'y a pas que la Likola. Regardez l'état du Kwilu, de Pointe-Noire, là où arrive 80% de l'économie congolaise. Pointe-Noire et le Kwilu, c'est 80% des revenus de l'État. Mais regardez dans quel état se trouve Pointe-Noire. La maire de Pointe-Noire nous a même insultés parce qu'elle est allée chercher des brouettes et des pelles, semble-t-il, pour nettoyer la ville de Pointe-Noire. Mais depuis quand une ville qui va bientôt avoir 1 million d'habitants, l'insalubrité, les services d'insalubrité de la mairie utilisent encore des pelles et des brouettes données par des commerçants mauritaniens. Ils attendent aussi les dons venant du Japon, on a vu ça, des petites machines, voilà. Et c'est des machines reconditionnées. C'est des machines reconditionnées qu'on a récupérées dans des garages administratifs du Japon. Bien entendu. Peut-être chez un particulier, pourquoi pas, parce que ça peut pas venir des garages administratifs du Japon, c'est trop... Voilà, on va terminer par le volet. Oui, on va terminer par le volet UPADES qui a évidemment tenu son congrès. Hein. Mais après, la question demeure. Ce congrès a servi à quoi concrètement dès lors que Tati Mabiala est resté finalement le patron de l'UPADES, alors que tout le monde se disait qu'il avait déjà violer les textes du parti en accumulant les mandats. Normalement, il devait plus se présenter comme candidat à la présidence de ce parti. Mais on se rend compte que monsieur aujourd'hui tient les rênes du parti. Bien qu'on ait élu, je ne sais pas, Jérémy Lissouba qu'on appelle, c'est comme ça, secrétaire, je ne sais de quoi, mais bon. Entre-temps, Tati Mabiala reste le patron de ce parti. Mais vous savez, moi j'ai un grand respect pour les populations congolaises et puis pour les militants de l'UPADS, pour ne pas leur raconter des histoires. Quand on voit le visage de ce parti aujourd'hui, on ne peut que ressentir de la tristesse pour les militants de ce parti et pour les Congolais, parce que c'est un parti qui devrait donner ou redonner de l'espoir aux Congolais. Alors, l'UPADS a tenu son congrès. Je ne sais pas si on doit appeler ça un congrès, parce qu'ils sont partis en disant on va au congrès, mais est-ce que quand ils sont ressortis de là, ils se sont dit nous étions au congrès? Parce que lorsqu'on va dans un congrès, c'est pour renouveler les instances du parti. Et vous l'avez dit, la seule instance, aucune instance n'a été renouvelée. Au contraire, l'UPADS, en réalité, si je dois schématiser, l'UPADS est allé à l'hôpital.
parce que ce n'est qu'à l'hôpital où une femme enceinte entre et elle sort avec un bébé. Donc, l'UPADES est entré au palais des congrès pour faire son congrès, mais en fait, on n'a pas renouvelé les nouvelles instances, on en a créé plutôt une nouvelle. Il y a eu un accouchement. Donc, à ce soi-disant congrès, l'UPADES accouche d'un poste de président du parti et d'un poste de secrétaire général confié à Jérémy Lissouba. Encore que si le président du parti n'était qu'un titre honorifique, comme l'a été lui-même le président Pascal Lissouba, paix à son âme, non. En fait, la présidence de Pascal Sassima Biala, c'est une présidence exécutive. C'est-à-dire, c'est lui qui continue de gérer le parti. Et donc, il nomme Jérémy Lissouba. Et avant c'était quoi le premier secrétaire national. Ça veut dire qu'ils ont changé aussi les textes du parti, c'est-à-dire les statuts, tout ce qu'ils ont. Alors, ça, c'est une autre histoire. Donc, au final, au Congrès, on a élu Sassima Biala président du parti. Le même a été encore élu président du Conseil national. C'est comme si le président de la République présidait aussi l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, il préside l'instance exécutive du parti, mais il va aussi présider ce qui représente l'instance législative du parti. Donc, il est partout à la fois. Il a peut-être des dons d'ubiquité, il a la capacité de se dédoubler, je ne sais pas. Mais sur le plan psychique, comment il gère cette gymnastique mentale, c'est très compliqué. Donc, il nomme Jérémy Lissouba secrétaire général, donc comme un premier ministre. Ce qui fait que c'est Sassima Biala qui donnera des ordres à Jérémy Lissouba. Maintenant, vous posez la question des statuts. Évidemment, c'est là où je dis, est-ce que c'était un congrès? Parce qu'en dehors de régler, pour garder la main sur l'UPADES, la question de sa présidence et de son secrétaire général, on n'a pas élu les autres membres du secrétariat national ou du secrétariat général. On ne les connaît pas, il n'y en a pas. Tout comme le nouveau conseil national n'a pas été mis en place. Sassima Biala est président d'un conseil national fantôme. C'est-à-dire qu'il n'est pas mis en place. Et le pire, c'est qu'on sort du congrès sans statut, sans les nouveaux statuts, sans le règlement intérieur. Et on dit, ça viendra. Ça fait bientôt plus d'un mois que le congrès de l'UPADES s'est achevé. On ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Et donc, dans un pays où le pouvoir est médiocre, mais l'opposition est encore plus médiocre que le pouvoir, mais je vous assure que pour la population, c'est très difficile. Parce que le rôle quand même de l'opposition, c'est d'incarner, de matérialiser les demandes, les attentes de l'opposition, et plutôt de la population qui souffre. Comment l'UPADES se fait porte-voix de la population sur la question de la santé, sur la question du CFCO dont vous parlez, sur les salaires impayés, sur les budgets qui sont détournés, sur toute l'insécurité et tout. Vous avez entendu la voix de l'UPADES sur les assassinats des jeunes Congolais sous prétexte de bébés noirs? Zéro. Vous avez entendu l'UPADES dire au PCT, attention, la méthode n'est pas bonne. Oui, il faut traiter le sujet de la délinquance, mais la méthode n'est pas bonne. Voilà ce que nous proposons, zéro. Donc, qu'est-ce qu'on assiste au Congo aujourd'hui? Le Congo est en dérive parce que, y compris au PCT et dans les partis de l'opposition, nous sommes, et ça fait quand même bientôt, c'est depuis 2016 que j'écris des articles sur Internet là-dessus, de cette république des héritiers. C'est-à-dire que Denis Sassou Nguesso est d'un génie incroyable, même si on le critique. Il a compris que si je favorise la prise en main des partis politiques, de tous les partis politiques, par les enfants des anciens fondateurs, je vais peut-être m'assurer de l'héritage de mes enfants au pouvoir et au PCT. Et c'est pour cela que au MCDDI et à Yuki, c'est l'école est là. À l'UPADES, Sassima Biala est en train de manipuler les Lissouba. Au RDPS, c'est le fils de Tister qui est arrivé. Au RDD, c'est le fils de Yombi qui est arrivé. Et moi, je pose la question aux Congolais. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette république des héritiers ou est-ce que vous allez faire la révolution? Et dans des pays où il y a eu des révolutions, et la plus emblématique, c'est la Révolution française de 1789, c'est exactement pour abolir les privilèges. Et ces privilèges, vous les voyez aussi à l'opposition, et notamment à l'UPADES, où on essaie comme ça de vous vendre l'étiquette du fils de Lissouba,
pour faire accepter cela aux Congolais. Mais les Congolais ne sont pas comme ça. Autant on refuse la succession de Christelle Denis Sassou Nguesso, autant, après c'est mon avis personnel, je ne supporte pas de voir les enfants des anciens responsables, des créateurs ou des fondateurs à la tête des partis sans savoir qu'est-ce que ces enfants-là valent aussi. Moi, je suis favorable que vous, les journalistes, au Congo comme à l'étranger, que vous organisiez des débats politiques avec les enfants de Kolela, les enfants de Lissouba, de Tister, de Yombi, de Sassou, de tout ce que vous voulez, avec l'ensemble des populations, pour qu'on sache ce qu'ils ont dans les tripes. Parce qu'on donne naissance à un enfant, on ne donne pas naissance à l'intelligence. Faites-moi croire que l'enfant de Lissouba a l'intelligence de son père. Faites-moi croire que l'enfant de Kolela a le génie de son père. Faites-moi croire que l'enfant de Yombi a le génie de son père. Je le rejette avec force. Nous sommes une république laïque. On est tous allés à l'école. On a tous le droit de diriger les partis politiques comme de diriger le Congo. Et donc, le défi, c'est dans le débat. On débat et on sollicite le suffrage universel des Congolais. Mais cette république des héritiers, où on veut nous faire croire que la succession est de droit divin, non, au Congo, ça ne passera pas. Au Congo, ça ne passera pas puisque vous parlez de débat et nous disions d'ailleurs, Anatole Kouliné-Makosso, qui vient de présenter évidemment le livre, pourquoi ne passerait-il pas sur les plateaux télé ou les médias alternatifs? Ils peuvent choisir n'importe quel média tenu par des Congolais et vous affronter par exemple au débat. Il faut qu'ils présentent Mais Monsieur Perrin, ce qui montre que ces gens-là, c'est des menteurs. Après un tel exercice du Premier ministre, après un tel exercice du président, quand il réunit les parlementaires au Congrès, au Palais des Congrès, en fait, il y a ce qu'on appelle le service après-vente. C'est-à-dire, les ministres du gouvernement rencontrent la société civile et l'opposition devant les chaînes de télé, débat sur chaque aspect du discours de Kouliné-Makosso. Moi, je suis disponible. Je suis disponible pour débattre avec ces ministres-là. Chaque aspect, on prend les données. Et vous, les journalistes, vous faites des reportages, vous allez filmer. Oui, là, par cette occasion, par la même occasion, nous adressons donc une invitation. Je sais que Kouliné dira, écoutez, ce sont les médias. Mais ils peuvent envoyer leurs représentants, pourquoi pas même je sais pas moi, des partisans, comme on les appelle, les militants du Parti congolais du travail. Mais bien sûr. Ils peuvent les envoyer affronter, des Congolais qui peuvent en débattre sur les médias alternatifs, pourquoi pas. Et nous proposons notre plateau gratuitement. Si ce n'est pas ici, vous pouvez aller à Jana TV, pourquoi pas. Et en tout cas, s'ils vous répondent, je suis disponible. Vous avez vos Kambi, vous avez Bakambi plutôt, radio de la communauté. Donc, il y a des médias comme ça qui existent. C'est le moment. Venez défendre votre bilan. Nous vous proposons nos plateaux gratuitement. Vous serez en face des débatteurs, des experts, des Congolais qui veulent aussi que le Congo puisse avancer. En tout cas, pour ça, nous sommes disponibles et nous pourrons vous accueillir sur notre plateau. Ça sera peut-être pareil aussi ailleurs. Pourquoi pas que de faire des communications unilatérales pour continuer à distraire les Congolais. Merci. Moi, je sais que Dave Mafoula et Destin Gavé sollicitent les débats avec tout le monde. Donc, ils peuvent aussi débattre avec Dave Mafoula, Destin Gavé ou Pourquoi pas, oui. Pourquoi pas. Mais voilà, au lieu d'être dans des monologues inutiles qui égarent les populations. Merci, c'est par là que nous mettons donc terme à cette émission. Didier Mounivolo, ça a été un plaisir de vous avoir revu sur notre plateau, probablement pour clôturer cette année 2025. Mais il y a encore beaucoup de jours, on ne sait jamais. Peut-être que l'actualité va évoluer. Nous allons vous retrouver pour d'autres questions. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous. Cliquez sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo. Partagez, dites-nous en commentaire ce que vous pensez de cette émission, mais aussi le bilan présenté par Anatole Kouliné-Makosso qu'il estime positif. C'est vous qui vivez la réalité ou les réalités au Congo. C'est à vous de dire à Anatole Kouliné-Makosso s'il a eu vraiment raison, si son bilan tel que présenté est juste ou faux. Dites-le nous en commentaire. Sur ce, on se retrouve très prochainement. Merci. Merci à vous.